Au Grand Lac, c'est la campagne que les églises catholiques et anglicanes de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi lancent ce 1er décembre à Goma. La conférence épiscopale nationale du Congo en a fait l'annonce. Qu'attend-on pour détruire l'immeuble mal construit sur Flambeau au bon marché? Aux autorités compétentes de répondre aux tenanciers des boutiques et autres ont mal dépayé leur loyer puisque bloqués. Ce journal vous est présenté par Mamitambu. Très heureuse de vous retrouver ce mercredi 6 novembre pour vous informer, je le dis en ouverture, que les conférences épiscopales du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo avec l'église anglicane dans ces trois pays lancent une campagne dénommée Paix au Grand Lac. L'annonce a été faite cet avant-midi par le président de la commission Justice et Paix de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, Monseigneur Fridola Ambongo, centre interdiocésain. Un reportage de Jean-Luc Kama et Anita Lukusa. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. La cessation des hostilités constitue un pas en avant essentiel pour la consolidation de la paix, d'Ixid Monseigneur Fridolin Ambango, évêque de Bokungu Ikela, président de la commission Justice et Paix de la CIAC. D'où cette campagne Paix au Grand Lac. Cette campagne se passera surtout à Goma, impliquant à la fois Goma et Gisenyi. Notre campagne veut partir plutôt de la base. Et nous fréquentons régulièrement les trois peuples de la sous-région. Quand vous allez à la rencontre de ce peuple-là, que ce soit le peuple rwandais, que ce soit le peuple burundais et même le peuple ougandais, vous ne sentez aucune animosité de la part de ce peuple-là. Cette campagne sera lancée le 1er décembre 2013 à Goma. Sa stratégie aura 4 axes. Le partenariat Église catholique et Église anglicane, ouvert aussi à d'autres confessions religieuses, la mobilisation des communautés, les solutions alternatives et le plaidoyer. Quant à la non prise en compte de l'Ouganda, pourtant impliqué dans la guerre, voici les explications de Monseigneur Fridolin Ambongo. Nous avons voulu partir de ce qui existe et c'est dans le développement de l'initiative que nous avons impliqué non seulement l'Ouganda, mais aussi d'autres pays voisins. La campagne s'étalera du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014. Elle sera une occasion pour les experts d'approfondir les questions épineuses de l'Est pour apporter de véritables solutions. Paix au Grand Lac, c'est ce qu'on peut aussi retenir du sommet de la SADC-CIRGL qui s'est tenu à Pretoria en Afrique du Sud, où le président de la République, Joseph Kabila, a pris une part active aux côtés de chefs d'État et gouvernement de la région. Ensemble, ils ont évoqué la situation de crise sécuritaire de la région du Grand Lac. Le reportage est de nos confrères de la presse présidentielle. Le sommet conjoint a reçu et adopté le rapport de la réunion conjointe de la SADC-CIRGL au niveau ministériel sur la mise en œuvre du cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, y compris l'état de déploiement de la brigade d'intervention et du récent conflit entre les FRDC et le M23. Les leaders de l'Afrique australe et du Grand Lac ont exhorté tous les signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région à mettre en œuvre les engagements pris en vue de la mise en route de l'accord. Le sommet conjoint a félicité les républiques du Malawi, d'Afrique du Sud, de la République unie de Tanzanie pour le déploiement des troupes sous les auspices de la MONUSCO dans l'est de la RDC. Il a également félicité Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda et président de la CIRGL, pour ses efforts de facilitation des pourparlers de Kampala. Le sommet commun a noté que toutes les 11 questions en discussion dans les pourparlers de Kampala avaient été discutées et que les parties prenantes signeront un accord à condition que le M23 fasse une déclaration publique renonçant à la rébellion. Ce n'est qu'après que le gouvernement ferait une déclaration publique de prise d'acte. 5 jours après cette reddition, une signature officielle de l'accord devrait être apposée.
Et l'actualité du côté de la Chambre basse du Parlement, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mwandou Simba, qui a reçu en audience ce mercredi une délégation de femmes réunies au sein du réseau africain de femmes ministres et parlementaires. Le REFAMP était venu déposer son cahier de charges contenant ses préoccupations. Derrière ces femmes, Anne-Marie Ossite et Blessonda. Une délégation de femmes regroupées au sein du réseau africain de femmes ministres et parlementaires, accompagnées par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi, ont déposé ce mercredi 6 novembre au bureau de l'Assemblée nationale un cahier de charges en vue d'accélérer le processus de la participation de femmes dans les instances de prise de décision. Le président de la République lui-même, Joseph Kabila, a levé des options claires le 23 octobre dernier en faveur de la participation de la femme, avec la proposition ou l'obligation aux partis politiques d'inscrire au moins 30% des femmes sur les listes électorales, mais également la recommandation faite aux législateurs d'examiner la possibilité d'augmenter un siège dans les circonscriptions électorales à 3 sièges ou plus. Un siège pour lequel la compétition ne serait ouverte qu'aux femmes. C'est vrai que c'est une recommandation. Ça sera bientôt traduit en loi. C'est ce que nous souhaitons ardemment. Pour ce qui est de l'effectivité des femmes dans les instances de prise de décision, le premier vice-président de l'Assemblée nationale leur a rassuré de son soutien. Je suis parmi les femmes qui font la mobilisation pour sensibiliser d'autres femmes de s'adapter à la vie normale. Parce que souvent, les femmes étaient oubliées. On ne se sent pas aussi à l'aise. Mais aujourd'hui, parce que je suis ici à Kinshasa, je veux faire une restitution très forte envers nos femmes. Il faut noter que la section Nord et Sud Kivu de cette organisation a pris part à cette séance. On ne quitte pas encore la politique. Retenez que la secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée de l'appui aux missions, Amira Ak, en visite en République démocratique du Congo, a échangé ce matin avec le vice-ministre des Affaires étrangères. Au menu des entretiens, les victoires des FARDC à l'est de la RDC, le projet de développement pour stabiliser cette région. La suite avec Patricia Moli. Après son séjour à Pretoria, en Afrique du Sud, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, a exprimé sa satisfaction sur la déclaration de fin de guerre par le M23, qui, du reste, a duré 20 mois. Les diplomates onusiens a toutefois rappelé à la presse que les succès des FARDC aux côtés de la brigade d'intervention est certes une victoire de l'option militaire, mais la voie politique est aussi à privilégier. Les casquets bleus onusiens sont toujours dans l'est de la République démocratique du Congo pour protéger la population et neutraliser les groupes armés, a rappelé Martin Kobler. C'est la raison d'être des drones sur place dont la mission est de surveiller les frontières de la RDC en cas d'une éventuelle attaque illégale des groupes armés opérant dans l'Est. Sur le plan humanitaire, plus de 35 000 personnes ayant fui le combat devraient commencer à retourner chez elles dans le contrée de Rutshuru. Désolé, vous avez plutôt suivi la conférence hebdomadaire des Nations Unies qui a été personnellement animée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. On va repartir au ministère des Affaires étrangères où le vice-ministre des Affaires étrangères a échangé ce matin avec la secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée de l'appui aux missions, Amira Ak, en visite en République démocratique du Congo. Au menu des entretiens, les victoires de FARDC à l'est de la RDC et le projet de développement pour stabiliser cette région. Patricia Moli. Après avoir séjourné à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le secrétaire général adjoint de l'ONU à l'appui aux missions, Amira Ak, s'est entretenu avec le vice-ministre des Affaires étrangères Tundaya Kasende sur l'évolution de la situation sécuritaire et la mise en œuvre de l'accord cadre. Et nous l'avons rassuré que la République démocratique du Congo, qui est devenue sous le leadership du président de la République Joseph Kabila un État de droit, notre pays donc va rester dans le contexte des résolutions et des décisions des Nations Unies. Tout ce qui va se faire à partir de cet instant, par la suite, ne pourra que suivre, n'est-ce pas, le respect des textes qui sont prescrits par les Nations Unies. Donc, il n'y aura pas d'abus, il n'y aura pas de violence, mais nous allons privilégier le retour de la paix
et la consolidation de la sécurité dans la partie est de notre pays avec l'accompagnement de la communauté internationale, particulièrement les Nations Unies. Accompagné du coordonnateur humanitaire Moustapha Soumaré, le secrétaire général adjoint de l'ONU, après 37 années de carrière au service des Nations Unies, apporte une expérience opérationnelle et organisationnelle à un haut niveau d'appui au déploiement des missions complexes et d'activités de transition, y compris la gestion des crises. Et cette nouvelle sans images en marge de la 29e session de la conférence ministérielle de la francophonie prévue du 7 au 8 novembre à Paris. Le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda s'est entretenu ce 5 novembre avec Abdou Diouf, secrétaire général à la francophonie, au cœur des échanges d'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'actualité également, c'est la majorité de Congolais qui ont un déficit de connaissance des actions des pays et organisations en RDC. Tel est le résultat d'une étude menée par l'Institut de sondage Target pendant 2 semaines, et c'est là dans cette province du pays. La présentation de cette étude a eu lieu au siège de cette structure située dans la commune de la Gombe. Nora Olondo Iloa avec Douzaine Belebele. Une proportion significative des personnes interrogées par Target sur la perception des pays et organisations ont eu du mal à se prononcer sur la question. Ces résultats traduisent une méconnaissance des actions entreprises par différents pays et différentes organisations par manque d'informations, comme le dit ici le manager de cette structure, Serge Mumbou. C'est une étude qui a voulu évaluer qu'est-ce que pense la population des pays et des organisations. Il y a un problème de déficit de communication, de déficit d'information. Les gens ne sont pas au courant en tout cas. Il souligne qu'actuellement la République démocratique du Congo s'ouvre et il est important d'être efficace. C'est important en ce moment-là de savoir comment est-ce que nous pourrions être un peu plus efficaces. Et nous, dans notre étude, nous avons recommandé justement que nous puissions faire des études avant pour connaître quels sont les besoins de la population, de sorte que les actions de coopération puissent être un peu plus efficaces. Parmi les recommandations, il y a lieu de noter une meilleure visibilité des actions et leur pertinence et la nécessité de développer une coopération de proximité à partir des provinces. J'en viens maintenant au constat effectué sur place par Eric Izami et Douzaine Belebele sur l'avenue du Flambeau, où l'État hésite encore, on ne sait pas trop bien pourquoi, à détruire l'immeuble inachevé de 3 niveaux. La population riveraine insiste auprès de l'autorité compétente pour une destruction méthodique de ces bâtiments. Problème. Plus de 2 semaines se sont déjà passées et une question essentielle demeure toujours. Pourquoi n'a-t-on pas encore détruit cet immeuble dangereux situé sur Flambeau au quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu? Les experts de la construction sont venus voir, constater et puis plus rien. Nous sommes pénalisés depuis plus de 2 semaines. Les responsables sont venus avec empressement au début, mais aujourd'hui on ne voit rien. Nous sommes à la fin et début du mois. Comment par exemple payer les loyers? C'est difficile. L'État a besoin premier jour la route a été barricadée et les tenanciers de boutiques et autres voient leurs affaires bloquées à cause de ce bâtiment mal construit et pour lequel l'État n'agit pas. Nous, on s'en tient à la décision de l'État. Les autorités du pays n'ignorent pas cette situation, mais elles n'agissent pas. On attend, on regarde, on assiste, impuissant. À l'unisson, la population exige la destruction sans délai de cet immeuble pour que la vie reprenne comme à l'accoutumée dans ces coins de la capitale, Kinshasa. Et ces reportages qui vous alertent directement, où Anne-Marie au site et Louisette Matingou nous disent que connaître son état sérologique en se faisant dépister avant de s'engager dans la vie conjugale revêt une importance capitale, car le dépistage permet en effet de se sécuriser et de sécuriser l'autre.
Si pour les uns, connaître son état sérologique avant le mariage représente un sujet tabou, pour les autres, c'est une nécessité pour s'assurer de la bonne santé. Au centre IST Matongé, situé dans la commune de Kalamou, les examens prénuptiaux, parmi lesquels le dépistage du VIH-Sida, est pris en charge en vue de prévenir le futur partenaire. Le test du VIH fait partie des examens prénuptiaux qui est réalisé aujourd'hui. Ceci est important dans la mesure où si une personne est censée et a été dépisté VIH positif, ceci permet à ce que des dispositions particulières soient prises par rapport à ces mariages. Il n'est pas seulement important pour les fiancés, tout le monde est appelé à les faire afin de s'assurer qu'on ne représente pas un danger pour les autres. Cela n'exclut pas du tout le mariage, mais cela permet de prendre une série de mesures pour éviter que le partenaire qui n'est pas jusque-là encore exposé puisse s'exposer suite à une infection qui est déjà contractée par son partenaire. Quand vous ne faites pas le test, vous mariez, vous arrivez dans le mariage, au lieu de vous attendre meilleur. La première chose que vous remarquez, ce sont des maladies. Le conjoint ou la conjointe tombe malade de temps en temps. Vous n'avez pas d'économie. Au regard de ceux qui précèdent le futur marié sont suffisamment éclairés dans l'air de marche, s'ils veulent jouir pleinement de leur union, ils n'ont qu'à opter pour le dépistage, comme qui dirait, mieux vaut prévenir que guérir. Dépistage volontaire avant le mariage, oui, mais il faudrait aussi connaître, pourquoi pas, la démographie pour le développement de la République démocratique du Congo. Eh bien, une étude a été menée par la Banque mondiale et le projet PARS avec les consultants nationaux et internationaux pour examiner les questions des dividendes démographiques pour le développement de la RDC. Le résultat de la dite étude ont été présentés hier 5 novembre à la halle de la Gombe au centre d'une conférence débat organisée par l'Agence française de développement Polydor Ngazami et Damien Mahou. La présente étude est un travail de prospective. Cofinancé par la Banque mondiale à travers le projet PARS et l'Agence française de développement, elle porte sur la population, le développement et la planification familiale. Selon les projections faites à partir de la dite étude, il est fort probable que la RDC compte 100 millions de Congolais en 2030 et après. Avec la progression rapide de la population dans notre pays, nous pourrions atteindre environ 100 millions d'habitants en 2030. Si nous voulons améliorer les conditions de prise en charge, aussi bien des enfants qui naissent, les conditions pour l'emploi des jeunes qui terminent les universités, il faudrait qu'on agisse maintenant. C'est maintenant qu'il faut y réfléchir et c'est maintenant qu'il faut réfléchir sur le nombre, de la manière dont la population va s'accroître et trouver des solutions pertinentes pour faire face à ce genre de questions. Mais 100 millions de Congolais seront-ils effectivement atteints en 2030 ? Anticiper le futur n'est pas un crime de l'est-futur, n'est pas un crime non plus de les enfants. Okay ? L'important, c'est de savoir où on va, d'où on vient bien sûr, mais aussi où on va et comment on peut influencer le futur. Comment gérer cette fécondité croissante ? Quel futur démographique pour la RDC ? Ce sont là les questions que l'on se pose au regard des données collectées. Des leviers sont proposés par les experts qui réalisent l'étude. C'est notamment l'amélioration du capital humain et la réalisation de la révolution contraceptive. Parmi les interventions qui sont recommandées, il y a la promotion des repositionnements du planning familial. Et dans ce cadre, le projet PARS avec les financements de la Banque mondiale a acquis un lot important des contraceptifs que nous allons mettre à disposition de tous les services bénéficiaires dans les 5 provinces. Il y a environ 12 millions d'habitants qui sont bénéficiaires. L'étude se poursuit. Mais à l'étape actuelle, la conclusion est que la croissance démographique actuelle de la RDC n'est pas soutenable. Partant du fait qu'aucun pays ne s'est développé sans révolution contraceptive et sans transition démographique, c'est-à-dire ce passage de la forte à la faible croissance démographique. Par ailleurs, la maîtrise de la mortalité et de la fécondité n'est pas automatique et la santé et l'éducation sont des objectifs premiers en matière de contraception. Ils se tiendront à Kinshasa du 26 au 27 novembre prochain, les assises du dialogue national sur les lois, les droits et le VIH-Sida en République démocratique du Congo avec le concours d'autres partenaires, à savoir le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, l'ONU-SIDA et le PNUD. Le lancement officiel de ces processus a eu lieu ce mercredi au siège du PNMLS à Kasavubu. Sylvain Kapomo Bosengele y reviendra certainement demain avec force détail.
Éducation société, le lycée Nakinga situé dans la commune de Kasavubu a mis à la disposition de ses élèves les manuels scolaires afin de leur permettre de bien maîtriser la leçon théorique. Les détails avec Popol Ziakiao et Sylvain Kapombo-Bosengele. Contrairement à une certaine opinion, le lycée Nakihinga, école privée catholique, s'investit dans l'encadrement scolaire total de l'élève. En plus de la dimension spirituelle, cet établissement scolaire n'a pas lésiné sur les moyens matériels pour mettre à la disposition des élèves des ouvrages, des syllabus et autres objets classiques sans frais payés. Que nous mettons à la disposition des élèves et des enseignants. Nous avons, vous allez voir au bureau, nous avons des cahiers pour le mouvement des manuels, une bibliothèque qui peut être consulté ou n'importe qui peut entrer de l'école pour voir, être à mesure de bien dispenser les enseignements sans faire ce que l'on fait ailleurs, puisqu'il y a des écoles où vous n'avez même pas un seul manuel. Nos élèves ont des documents dont ils ont besoin, les livres. L'enseignant est à l'aise avec la documentation à sa main, à la portée de la main. Nous avons des locaux, nous avons des bancs. L'essentiel est déjà fait. Ces fournitures scolaires nécessitent d'être conservées en bon état par les usagers. Nous faisons tout ce que nous pouvons, tant que faire se peut, de notre manière. Il n'y a pas de règle sans exception. Il y en a qui comprennent parmi les élèves que ce que nous faisons, nous leur rendons service. Puisque demain, c'est eux. Comme nous tentons, nous faisons de notre mieux pour les encadrer, pour être à la hauteur de notre tâche. Nous n'allons pas continuer à les nourrir. Nous faisons ce que nous pouvons dans un laps de temps. C'est eux, quand ils auront compris, avec le concours appréciable des parents, que l'enfant pourra voir que ce que nous faisons, c'est pour que demain ils soient autonomes et indépendants. Partenaires de choix du lycée Nakihinga, les parents d'élèves devraient s'impliquer dans l'encadrement de leurs enfants, particulièrement sur les chemins qui les amènent de la maison à l'école. On va compléter l'actualité du jour en lisant les journaux parus ce matin dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Polydor Ngezami. Revue de presse. Il fallait attendre 12 jours d'intenses combats engagés par les FARDC contre les positions occupées par le M23 au nord Kivu pour arracher enfin sa capitulation, écrit en page 2 le quotidien La Prospérité, qui titre « Mort confirmée du M23 ». Le confrère rappelle que le mouvement du 23 mars, créé depuis avril 2012, vient de connaître sa fin militaire. Le journal se base sur l'annonce de fin de rébellion faite hier 5 novembre par le président du M23, Bertrand Bissimois. Ce dernier espère plutôt poursuivre par des voies purement politiques les revendications qui ont milité à la création de ce mouvement issu du CNDP. Pour le phare, le M23 est simplement de retour chez lui au Rwanda en apportant le gros de ses effectifs, armes, munitions et équipements. C'est le constat que tout le monde peut faire depuis la fuite de Sultani Makenga et autres des fronts militaires de Kibumba, Kiwanja, Rutshuru, Rumangabo, Bunagana, Runyoni, etc. Mais le quotidien ne s'étonne pas et se rappelle des aventures militaires du général Laurent Kunda et compagnie dans la même province. Selon le guide, le M23 s'autodissout conformément aux recommandations des pourparlers de Kampala. Il relève que s'il faudrait établir le bilan de cette rébellion, l'actif et le passif seraient écrits aux couleurs du sang des innocents, des viols massifs, des déplacements forcés. Mais tout en évitant de s'enivrer du succès militaire, notre Géopolis Hebdo, Lambert Mende a déclaré hier au cours de son traditionnel point de presse que beaucoup reste à faire pour stabiliser durablement la situation sur le territoire. Pour l'heure, l'on n'attend plus que la publication de la déclaration de Kampala devant conclure les pourparlers entre le gouvernement et le M23, fait savoir les dépêches de Brazzaville dans son édition de Kinshasa. Entre-temps, Africa News revient sur la marche pro-FARDC à Kinshasa compte organiser les femmes de la majorité de l'opposition et de la société civile. Une façon d'apporter leur soutien à Kabila et aux vaillants militaires des FARDC. Ces femmes se flattent aussi de la mesure novatrice visant l'augmentation du nombre de femmes dans des assemblées délibérantes en réservant un siège à la seule compétition féminine dans les circonscriptions de plus de 3 sièges
dans la perspective d'intégrer 30% de femmes dans toutes les instances de prise de décision. Forum des As ajoute que les femmes marcheurs ont invité la communauté internationale à cesser d'exiger à la RDC la poursuite des pourparlers de Kampala, considérés désormais sans objet. Elle doit plutôt s'inscrire dans la logique de la volonté du peuple congolais. Les points saillants, par contre, dénoncent le froid des États-Unis et de la Grande-Bretagne face à la victoire des FARDC. Ces deux pays exigent au gouvernement congolais de conclure rapidement un accord final avec le groupe rebelle pour parler de Kampala. C'est tout pour ce soir. Au revoir. Ce journal est complètement terminé. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ce remerciement au nom de Anne-Marie Ossite, chef d'édition. Prochain journal demain à partir de 7h30.